Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu inédit de cette série Ici c'est beau. En fait, je vais vous raconter l'histoire d'une petite ville, tout droit, on pourrait dire sortie d'un conte, mais en fait, c'est complètement la réalité et puis elle a inspiré beaucoup d'autres villes. Vous allez voir, moi j'ai trouvé vraiment ça génial, réconfortant de voir que c'était possible. Donc voilà, je vous la partage dans cet épisode et ça fait suite un petit peu à ce qu'on comprend en gros depuis pas mal de temps sur le podcast Où est le beau, c'est-à-dire qu'en fait on est un peu face à deux challenges assez costauds. La raréfaction des ressources non renouvelables à échelle humaine, donc qui sont utilisées pour fabriquer tout un tas de trucs qu'on utilise aujourd'hui à différentes échelles, en architecture d'intérieur, dans nos objets, dans nos voitures, tout en fait. Et donc en fait cette question de quelles sont les alternatives à ces matériaux, donc là en fait je pense que vous avez vu pas mal de choses passer sur le podcast, dans l'index aussi Où est le beau, que vous allez retrouver sur Instagram et sur mon site, et aussi évidemment avec l'association pour un design soutenable et la biennale qu'on met en place. D'ailleurs la biennale, la deuxième du cours, a lieu cette année, on vous en dit plus bientôt. Et en parallèle donc de ce problème de ressources, on a une montagne de déchets, parce que la manière dont on a consommé jusqu'à maintenant nous amène à avoir généré énormément de choses qu'on a utilisées, consommées et puis jetées. Et puis malgré notre intelligence, on n'a pas vraiment de système performant de récupération et de revalorisation à grande échelle de nos déchets. En fait, on a un peu comme un épuisement de plein de matériaux cool et qui étaient jusqu'à présent confortables, et puis une abondance d'un truc un peu moins cool et un peu plus moche, en tout cas sur le papier. Et vous allez voir que c'est précisément ce deuxième point qu'on va titiller aujourd'hui avec un exemple. Donc on va partir au Danemark, dans une petite ville qui s'appelle Kalundborg. Alors en apparence c'est une petite ville danoise qui a rien d'extraordinaire, qui peut même d'ailleurs paraître un petit peu fade, avec rien de très sympa à faire, parce qu'en fait c'est une ville qui est très industrielle et elle a été pionnière d'un système complètement vertueux il y a plus de 50 ans, parce qu'en fait elle fonctionne avec un seul cap sur leur boussole, toutes ces industries, c'est le bon sens. En fait elles ont rangé au placard leur ego, les anciennes visions de la gestion des déchets, etc. Et elles ont fait un espèce de focus que sur les potentiels en devenir et des choses dont pas grand monde avait envie de se soucier jusqu'à présent. Peut-être faute de temps, faute de volonté, d'intérêt aussi, parce qu'en fait, faut dire que c'est pas évident. On est quand même dans un monde où dès l'école, on nous dit, en fait, le terrain de jeu dans lequel on va devoir jouer, c'est celui-là. Puis en fait, des idées qui sortiraient un peu de ce terrain de jeu, comme on a du mal à envisager une valeur dans le jeu dans lequel on joue aujourd'hui, il y a peu de gens qui ont intérêt et qui finalement ont le courage, peut-être, je sais pas, mais de s'y intéresser. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de si fabuleux ces gens dans cette ville? Voilà donc au début des années 60, alors qu'on parlait pas vraiment de circularité, de recyclage, de filière de réemploi, d'éco-conception, ni même de comment trouver cette prospérité économique quand on est dans une démarche plutôt circulaire. Eux, ils ont eu plutôt une intuition d'ailleurs. Ils se sont jamais vraiment revendiqués comme green, ni autoproclamés comme écologiques, etc. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être bien de faire pour eux, pour leur ville, et pour pas crouler sous des déchets qu'ils allaient eux-mêmes générer en fait, parce que ils étaient un bastion très industriel. Donc imaginez-vous, on est à peu près une centaine de kilomètres à l'ouest de Copenhague, au bord de la mer du Nord. On n'est pas très loin d'un lac qui s'appelle le lac Tissot. Cette ville donc s'appelle Kalundborg. Elle fait aujourd'hui à peu près 50 000 habitants. Il y a un port, donc voilà, c'est vraiment une ville avec beaucoup d'échanges et c'est très dynamique. Et tout commence donc dans les années en fait 50, vraiment, quand on construit là-bas une centrale électrique et une raffinerie de pétrole. Et en fait, ces deux installations vont devenir les plus importantes du pays. Donc en fait, ils savent que les trajectoires qui vont être les leurs, c'est un truc vraiment grande échelle et impact. Donc en fait, à ce moment-là, cette ville se dit, ok, on a plein de contraintes qui vont un peu nous tomber dessus. On a aussi des avantages inédits parce que on va être un peu cette région qui va générer ces ressources-là. Et ils se disent, soit on se développe en fait avec nos grosses industries, puis on fait chacun notre truc un peu en perso, soit on teste quelque chose de nouveau. Donc au début ils pataugent un peu, la ville quand même commence à se développer sans vraiment dispositif particulier de faire des liens entre les entreprises, etc. Et c'est en 1961 que le destin de cette ville prend un vrai tournant. Voilà, donc il y a 60 ans, il y a 6 industriels, donc qui n'étaient pas concurrents directs, mais quand même qui prospéraient, qui s'étaient installés dans cette
Melville, qui décident de s'asseoir autour d'une table et de discuter de leurs poubelles. Donc on a une centrale électrique, une raffinerie, un laboratoire, un producteur de plaques de plâtre et une société qui décontamine les sols notamment. Et donc ils sont tous implantés sur ce territoire et ils se disent mais en fait voilà on va donc il y en a un qui appelle les autres et qui leur dit écoutez si ça vous dit on peut se réunir pour essayer de briser un peu ce tabou de nos déchets et en plus enfin surtout finalement dans ce secteur où quand on est dans l'industrie on parle là de quantité astronomique en fait et ils se disent on va essayer de pas faire comme on fait souvent, c'est-à-dire faire disparaître les déchets dans l'espèce de cartographie de la valeur. Et en fait, on a longtemps fait un peu cette technique qui est assez simple, qui consiste à ne pas en parler, comme ça n'existe pas. Et ils se sont dit peut-être que ces choses-là qui sont un peu tabous peuvent finalement être des ressources hyper précieuses. Et là, notamment, on pense à certains déchets comme l'eau, par exemple, qui va être un sous-produit et qui est aujourd'hui en tension, mais plus, vous voyez, surtout l'eau douce en fait. Et d'ailleurs, je vous remets le lien d'une interview d'une hydrologue, mais qui est géniale, qui explique hyper bien en fait ce qui se passe avec l'eau et à quel point, donc il y a plein d'industries qui finalement l'utilisent dans leur process, utilisent l'eau, mais en grande quantité dans leur process, dans leur technologie, etc. En ignorant peut-être que finalement, si toutes les industries se mettent à faire ça sur le globe et se disent bon bah voilà, cette ressource c'est l'eau, elle est gratuite, donc on l'utilise comme ci, comme ça, machin, à un moment donné, ça va vraiment plus du tout marcher parce que cette ressource, elle est ultra précieuse et elle l'explique très bien. Je trouve que ces gens, avec la question qui se pose de qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, ils pointent du doigt un truc qui est hyper vrai, c'est qu'en fait, c'est pas sexy de parler des déchets. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on les valorise pas beaucoup. Et eux, ils sont un peu clairvoyants. Ils se disent, bon, on a ce système qui est un peu absurde, mais en vrai, toi, ton déchet, peut-être qu'il peut m'intéresser, il peut peut-être me permettre de faire des économies. Comment est-ce que je peux venir le récupérer? Alors en fait, moi, il faudrait peut-être qu'il soit comme ci, comme ça, pour que je puisse l'utiliser après. Donc, est-ce que tu peux changer ton process pour que du coup, il soit dans tel truc? Ah bah non, tu peux pas. Bah alors du coup, est-ce qu'on peut pas demander à quelqu'un de créer une boîte pour faire justement cette transformation? Est-ce que ça te dit qu'on prenne en charge ensemble un peu ce budget, qu'on discute de la répartition? Enfin, voilà, vous voyez à peu près ce qu'il a pu se dégager un peu de ces premières rencontres entre eux. Et donc en fait, ils ont fait ça. Ils ont listé toutes les potentialités d'explorer. Ils ont discuté de comment est-ce que finalement, dans leur dynamique, ça puisse être gagnant, c'est-à-dire eux, leur porte-monnaie, parce que finalement, ils allaient faire des économies. Et puis le dernier gagnant, c'est tout le gaspillage qui allait être économisé pour nous, pour l'écosystème qui nous dépasse, quoi. Enfin, c'est même pas la nature, c'est même en fait le monde, quoi. Et tout ça, c'est un peu ce que Guibert Delmarmol appelle un peu l'économie régénératrice dans son livre Sans plus attendre. Finalement, c'est un système donc circulaire avec des impacts environnementaux donc diminués et une prospérité financière qui est non seulement préservée, mais en réalité en fait largement amplifiée parce que toute cette symbiose, en fait, ces process inédits de vases communicants entre eux vont permettre de faire des économies mais considérables. Et du coup aussi dans cette ville, en fait, les industriels qui s'implantaient ont un peu cessé d'être réduits à des gros méchants pollueurs, mais ont été perçus par la population comme ceux finalement qui essayaient de faire de leur mieux, qui se bougeaient vraiment pour inventer peut-être des nouvelles façons de faire, en fait, qui n'avaient jamais trop été pensées, et donc de manière aussi hyper empirique et puis très spécifique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de faire une recette magique qui après va pouvoir être dupliquée partout dans le monde, parce que chaque système du coup est unique. Et là du coup, pour vous donner peut-être un petit exemple notamment sur l'eau, donc l'eau dans l'industrie, je vous le disais tout à l'heure, mais vraiment elle a un rôle de premier plan en fait, parce qu'on l'utilise énormément, on s'en rend pas compte nous quand on a les produits finis à la fin, mais le processus a vraiment nécessité souvent énormément d'eau. Et donc rapidement dans le process de certains, l'eau va devenir un sous-produit, un résidu en fait en quelque sorte. Et donc là, ils ont mis en place vraiment des infrastructures pour que par exemple, l'eau grise ou usagée de l'un puisse être récupérée par l'autre par des tuyaux, etc. pour servir après à refroidir quelque chose, une phase de son process de fabrication. Puis ensuite, il y en a un autre qui va venir la récupérer pour la filtrer. Ça va repartir dans une autre entreprise qui aura besoin de cette eau, mais un peu plus qualitatif, surcyclé. Je sais pas si on peut dire ça, ce mot, mais en tout cas, pas avec un niveau de revalorisation vers le bas, mais plutôt du coup vers le haut. Et je lisais une sorte de bilan qu'ils ont fait sur ce système symbiotique, et c'est ultra positif en fait.
fait, il y a 75 000 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère chaque année avec leur système. Là, ça fait quasiment 160 millions de tonnes depuis le début de l'aventure. Et c'est plus de 3 millions de mètres cubes d'eau qui sont économisés chaque année. 3 millions de mètres cubes, c'est l'équivalent de 120 piscines olympiques de 2 mètres de profondeur. Donc, je sais pas si vous imaginez le truc, mais c'est colossal. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper impactant et fort dans ce genre de démarche. C'est parce qu'en fait, comme ce sont des grosses industries, quand elles changent, l'effet de levier, il est démentiel, mais dans le sens positif aussi. Donc, vous l'imaginez bien, en fait, ce système de symbiose, il fonctionne si dans le maillage, et évidemment, il existe des sociétés qui ont un rôle justement de nettoyer, décontaminer, transformer, métamorphoser l'état de ces ressources pour qu'elles puissent de nouveau intéresser quelqu'un et servir à quelque chose, en fait. Et c'est génial ce système parce que justement, ça donne une raison d'être à plein de modèles économiques ou d'idées qui jusqu'à présent germaient pas et prenaient pas parce que les personnes qui voulaient mettre en place ces trucs-là se disaient oui, mais en fait, est-ce qu'il y a suffisamment de monde qui va être intéressé par ma solution un peu inédite, par mon service de décontamination par exemple? Est-ce qu'ils vont être OK pour payer pour ça? Est-ce qu'ils vont y voir leur intérêt? Est-ce que c'est viable d'investir là-dedans, de former mes équipes, de me lancer? Et puis, est-ce que, je sais pas, il n'y a pas le risque qu'il y ait une noix qui sorte du chapeau de je sais pas où et qui vienne tout perturber? Eux, en fait, comme ils fonctionnent depuis 60 ans en symbiose, c'est pas prêt de s'arrêter, c'est-à-dire que c'est l'essence même de la manière dont cette ville est gérée. C'est comme si c'était un peu extrait de cette règle un peu du Monopoly géant dans lequel nous on est, avec juste leur volonté, quoi, rien d'autre, la volonté de certains privés de s'engager et surtout de faire des économies. Alors peut-être que c'était ça en fait leur idée de départ, mais il n'empêche que non seulement ils font des économies, en plus ils génèrent vachement moins de déchets. Et donc vous imaginez bien que tout ça a inspiré plein d'autres initiatives. Il y en a en Écosse, où pareil, il y a un endroit où il y a, je crois, 26 contrats de partage de ressources qui ont été conclus. En Australie, pareil, il y a une énorme zone dédiée à l'industrie, mais l'industrie lourde. Je crois que ça s'appelle Kwinana. Et aujourd'hui, ils ont quelque chose comme 47 accords d'échange de ressources et de partage d'infrastructures. En Thaïlande aussi. Enfin, vous voyez, c'est aussi pour ça que je voulais partager ça dans cet épisode Ici c'est beau, c'est parce que c'est des initiatives qui sont locales en fait et qui ont vraiment de l'impact et ils ont pu avoir cet impact parce qu'ils étaient géographiquement les uns à côté des autres, donc dans un endroit un peu petit, pas très grand. L'échelle en fait évidemment a beaucoup d'importance dans ce type d'initiative, mais à l'heure où il y a plein de gens, surtout des porteurs de projets aujourd'hui qui quittent les grandes villes, c'est peut-être plus que jamais de bonnes idées que de lancer des initiatives comme ça complètement nouvelles et de peut-être créer ces nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, comme je sais pas moi, voilà, celui de coordinateur de symbiose par exemple. C'est de dire on arrive dans un lieu, il y a des industries qui essaient de redémarrer et on voit aujourd'hui qu'il y a en France la volonté de pas mal de personnes de remettre en route certaines manufactures pour qu'on soit un peu moins dépendant, un peu plus autonome et qu'on refasse venir aussi les savoir-faire qui sont en train de se perdre. Et donc ça peut être l'occasion aussi d'imaginer une espèce de symbiose entre des manufactures et des trucs qui n'ont rien à voir. Et il faut bien des gens dont le métier c'est justement de faire le lien parce qu'en fait ces métiers n'existent pas jusqu'à présent, donc c'est plein de nouveaux possibles en fait. Et comme dans tous les projets où il y a beaucoup de monde qui doit collaborer, coopérer, comprendre et tout machin, les trucs des uns des autres, pour que la cohérence en fait du système dans sa globalité ça reste le cap et la priorité de tout le monde et pas que les petites préférences de chacun prennent le pas sur le truc, et les entreprises de Kallenbourg là elles le disent bien en fait, elles disent que ce modèle a impliqué une hyper bonne communication. Donc savoir exprimer son besoin, ses attentes, ses limites, et ça c'est souvent en fait le plus complexe dans le montage de ce genre de projet, parce qu'au début on est un peu tout feu tout flamme et puis après quand on commence à rentrer dans le dur on se dit ah mais machin, il y a les égos, il y a les trucs, les gens qui se vexent et tout ça, qui ont besoin de reconnaissance, et donc aujourd'hui ça c'est un peu notre challenge je pense à tous collectivement, surtout quand on monte des projets et tout ça. Il y a beaucoup de ressources, de bouquins sur cette nouvelle façon de faire projet en fait, de faire collectivement des choses qui vont impliquer différemment des personnes qui n'ont rien à voir. Et il y a notamment l'université du nous en fait qui forme à ça. Moi j'ai fait une immersion l'année dernière chez eux, c'était pendant près d'une semaine, c'était vraiment génial, je vous en avais parlé sur Instagram. Je vous remets le lien dans les notes de cet épisode si ça vous intéresse d'aller regarder ce qu'ils font. En tout cas,
Tout ça pour dire que si ça existe pour l'industrie, ça peut évidemment exister pour plein d'autres pans de notre économie, enfin de notre vie. Les déchets des uns deviennent les ressources des autres. En fait, ça, le vivant, il fait ça depuis des millénaires, donc ça fait juste 4,5 milliards d'années de R&D où il se débrouille hyper bien quand on le laisse plus ou moins tranquille. Et aussi, en fait, ça prouve et ça montre, ça révèle la capacité d'adaptation alors du vivant, mais en fait aussi de nous, quoi, des écosystèmes, des entreprises, parce que sans cesse, en fait, quand on a cette logique d'optimisation, de rien gaspiller inutilement, etc., on invente, en fait, on bouge, et on est dans un truc vraiment dynamique. Et cette dynamique, évidemment, elle s'inspire du vivant. Ça, Francis Allais, vous savez, le botaniste qui se mobilise beaucoup aujourd'hui pour reconstituer une forêt primaire, me l'avait partagé dans l'épisode du podcast. Je vous remets les liens d'ailleurs dans les notes aussi. Et en fait, il me disait voilà, que la forêt, c'est un peu l'écosystème le plus complexe qui existe, en fait, et qui fonctionne, et donc un peu à la perfection, quoi. Et donc, il faudrait plus s'en inspirer. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite sur les domaines dans lesquels tout ça peut s'appliquer. Il faut juste, je pense, un peu d'imagination. Il y a un espèce de tout possible, en fait, qui est devant nous. Et aussi, en fait, ce que les gens de cette ville-là témoignent, c'est que du coup, comme ils sont dans un autre état d'esprit, ils voient les choses autrement, avec une envie un peu commune qui les rassemble et qui vient un peu comme une colonne vertébrale et à laquelle s'agrègent d'autres envies à eux, mais qui sont pas, c'est pas en fait ils perdent de rien, en fait, quand ils rentrent dans cette dynamique. Ils disent aussi que les relations entre eux, comme ils ont complètement abandonné le mode compétition, comparaison, etc., dans la mise en place des choses, ça se passe vraiment mieux. Il y a moins les petits accrochages avec les égos des uns des autres, parce que finalement, ce qui les motive un peu tous, c'est que tout se passe bien, parce qu'ils savent que quand ça se passe bien, voilà, ils vont régénérer quelque chose sur lequel eux-mêmes sont appuyés. En fait, l'idée, c'est qu'ils comprennent bien qu'ils n'ont pas envie de devenir ces espèces de colosses au pied d'argile, et qu'ils ont envie de continuer à avoir des fondations solides, et que c'est en collaborant qu'ils arriveront à maintenir ces fondations-là. Et donc, du coup, même en fait dans les relations de travail, etc., ils disent que ça change tout, parce que voilà, ils ont plus à dépenser toute cette énergie, en fait, qu'on peut dépenser quand on est dans des projets où on est un peu en train de se confronter, de batailler un petit peu pour pas se désaxer de ses valeurs, etc. Et toute cette énergie-là, en fait, eux, ils la récupèrent et ils vont pouvoir la mobiliser dans autre chose, en fait, dans plein de trucs. Alors, leur boulot, mais en fait, bien d'autres choses qui font du bien, qui nourrissent aussi leur besoin de sens, et peut-être aussi leur envie de se lever tous les matins pour participer à un truc cool, quoi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous embrasse et à très vite.